Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va échanger autour d'un sujet dont on n'entend pas assez parler et qui pourtant nous concerne tous, c'est l'antibiorésistance. C'est pas un concept lointain, c'est pas seulement des pourcentages, ce sont des histoires très concrètes, des traitements qui ne marchent plus, des familles qui s'inquiètent, des soignants qui doivent trouver d'autres solutions. Pour mieux comprendre cette réalité, nous allons écouter 3 personnes qui l'ont vécu de près. Et nous aurons aussi avec nous 2 personnes non concernées directement qui vont apporter un regard citoyen et poser des questions simples que beaucoup se posent. Pour éclairer tout cela, nous avons la chance d'avoir avec nous une infectiologue, Marie-Anne Bouldouir, et qui est présente avec nous aujourd'hui pour répondre aux questions et aider à comprendre ce qui se joue derrière ces situations. L'objectif, c'est pas de faire peur, c'est pas de culpabiliser, c'est de comprendre ce que signifie vraiment un antibiotique qui ne suffit plus. Parce que oui, l'antibiorésistance, c'est un problème réel. Mais ce n'est pas une fatalité et nous avons encore du pouvoir pour agir. Et pour commencer, j'aimerais qu'on puisse faire un tour d'horizon des personnes qui sont là et savoir, par exemple, pour vous, Leïla, l'antibiorésistance, c'est quoi ? L'antibiorésistance, c'est quand l'antibiotique ne fonctionne pas sur nous-mêmes, j'imagine, quelque chose comme ça. Comme dans les pubs, ce qu'on voit, l'antibiotique, c'est pas automatique, ce genre de choses. Enfin, j'imagine que c'est ça. Après, je m'y connais pas vraiment sur le sujet, donc je ne saurais pas trop quoi dire. Et pour vous, Violaine, qu'est-ce que c'est l'antibiorésistance ? Alors, moi, je pense que c'est le fait que l'antibiotique n'agit plus en question sur l'organisme et que du coup, il y a un phénomène de résistance par rapport aux médicaments. Et pour vous, Huguette, l'antibiorésistance ? L'antibiotique ne correspond pas. J'ai l'impression qu'on nous met des génériques et que ces génériques sont moins efficaces que les principaux. Que les médicaments habituels, donnés habituellement. Et pour vous, Laurent, l'antibiorésistance, qu'est-ce que ça veut dire ? Disons que moi c'est la première fois que j'entends ce mot-là, et donc j'ai été confronté par rapport à ma maladie que j'ai eue, et donc j'ai bien compris que c'était, que j'ai la conscience que maintenant, oui, c'est quelque chose qui n'a pas marché sur mon corps. Et puis maintenant, voilà, je pense qu'on va en parler de tout ça. Et puis c'était très inquiétant en fait, très très inquiétant pour moi. Voilà. Et pour vous, Marelle, l'antibiorésistance, qu'est-ce que c'est ? À mon avis, l'antibiorésistance, comme je l'ai vécu, c'est il y a des bactéries, on a plein de bactéries, et en fait, à force de les traiter par des antibiotiques, elles commencent à résister justement à ces antibiotiques. Et au fur et à mesure, là où les antibiotiques fonctionnaient sur telle ou telle bactérie, au bout d'un moment, ces antibiotiques ne fonctionnent pas. Donc il faut trouver d'autres antibiotiques pour lesquels la bactérie est enfin battue, quoi. Et ça, c'est de plus en plus difficile, quoi. C'est ce que je vois dans l'antibiorésistance. Et pour vous, Marianne, l'infectiologue, comment vous définiriez l'antibiorésistance ? Je trouve que Maëlle a bien expliqué. Effectivement, quand on parle de l'antibiorésistance, c'est la résistance aux antibiotiques des bactéries. Pas de nous, les organismes humains, mais c'est les bactéries qu'on porte dans notre corps. On en a tous beaucoup, hein. On a plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Et c'est ces bactéries qui, normalement, sont sensibles et tuées par des antibiotiques classiques qui ont sélectionné des résistances et qui maintenant ne sont plus touchés par ces antibiotiques. Donc cette antibiorésistance, ça conduit à des échecs de traitement, des complications comme vous allez pouvoir nous décrire tout à l'heure. Donc c'est la résistance des bactéries aux antibiotiques classiques, alors qu'ils marchaient avant. Mais docteur, est-ce que ça vient des génériques ? Alors pour moi, non. Le générique... Les excipients quand même. Oui, mais c'est pas l'excipient qui joue sur le. Oui, c'est c'est la molécule active qui reste toujours la même. Et en infectiologie, dans les antibiotiques, c'est pas ça la différence. Les génériques ou molécules principes, ça marche aussi bien. Par contre, les bactéries de notre corps, si elles ont reçu plusieurs antibiotiques, les bactéries sensibles ont pu être tuées par l'antibiotique. C'est les bactéries résistantes qui ont pris toute la place. Et puis l'infection d'après, du coup, elle est à une bactérie résistante. J'ai constaté sur une pommade Mycoster.
J'avais vraiment le Mycoster. Et là, dernièrement, c'est le générique du Mycoster. Eh bien, je n'ai pas les mêmes effets. Mycoster, c'est plus pour les champignons. Ouais, j'ai pas les mêmes effets. Alors peut-être que le champignon est devenu résistant au Mycoster, c'est pour ça que ça marche pas la deuxième fois. Je sais pas. Et Huguette, je vais rebondir du coup sur ce que vous venez de nous dire. Pour vous, en fait, l'antibiorésistance, parce que vous avez vécu une antibiorésistance, comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous êtes rendu compte? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre histoire? Ça a commencé, c'était en mai 2024. J'ai été prise de température, une fatigue, tout ça. Et comme j'avais une sciatique, j'ai mis ça sur le dos de la sciatique. Bon. Et je ne suis pas allée tout de suite chez le docteur. J'ai essayé de me soigner avec des Doliprane, tout ça, quoi. Et puis, la fièvre a quand même augmenté à un certain moment. Je montais à 39. Le lendemain, j'étais redescendue avec les Doliprane, j'étais redescendue. Et ça faisait du yo-yo comme ça. Et puis, arrivé mon généraliste, un ami, me dit comme ça, il faut absolument que tu ailles à l'hôpital parce que l'antibiotique ne marche pas. Il m'avait fourni des antibiotiques. Il ne marche pas. Il faut que tu aies un traitement à l'hôpital. C'était quel type d'infection, Huguette, que vous avez eu? D'accord, urinaire. Infection très fréquente. Très fréquente. Oui. Et donc, de ce fait, arrivé au mois de juillet, parce que j'allais de plus en plus mal, je m'étais rendue au centre hospitalier de ma région. Je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas. Avec les antibiotiques que j'avais. Je tombe sur l'urgentiste, il me dit continuez cet antibiotique-là, vous allez guérir. Mais 2 jours après, ça allait encore plus mal. Donc j'ai pris le train, je suis montée à l'hôpital. J'ai tombé un vendredi, j'ai tombé sur l'urgentiste qui m'a dit je vous garde tout de suite. Une dame, enfin une doctoresse. Voilà. Et donc là, j'ai subi un traitement par perfusion. Je suis rentrée le vendredi, je suis ressortie le lundi avec un complément à domicile de traitement d'antibiotiques. Et j'ai été guérie à peu près 2 ou 3 mois. Au bout de 3 mois, ça recommence. Et là, ça recommence. Parce Donc qu'en les fait, antibiotiques ne font pas effet. Là, dans le cas du Huguette, c'est une bactérie en fait qui résiste. Dans le cadre de votre cas, Huguette, je pense que vous aviez fait une infection du rein, on appelle ça une pyélonéphrite. Donc avec ça, à cause de tout ça, j'ai fait une pyélonéphrite. Parce que le premier antibiotique ne marchait pas sur votre microbe urinaire Voilà. qui était résistant. Donc c'est pour ça que les premiers antibiotiques qu'on vous a donnés, qui étaient ceux qu'on donne habituellement, n'ont pas marché. C'est assez compliqué avec l'infection du rein. Et après, ça a pu être traité par des traitements plus lourds en perfusion à l'hôpital puis chez vous. Donc ça a dû guérir. Après, vous avez rechuté, vous avez refait une deuxième infection. J'ai rechuté. Et j'ai failli faire la septicémie. Quand l'urgentiste m'a gardé à ça, j'étais aux abords de la septicémie. Et là, c'était en 2024? Oui, en juillet 2024. Et maintenant, est-ce que vous êtes complètement... Non, je ne suis pas guérie, non. Puisque j'ai vu le docteur... j'ai recommencé, il m'a redonné un traitement d'antibiotiques qui ne marche pas encore. J'ai refait un UCBU il y a 15 jours, là. La bactérie est toujours là. Tout simplement, mes leucocytes ne sont pas élevés, donc il ne m'a pas redonné d'antibiotiques. Mais je suis toujours aux aguets, j'ai la boîte. Mais le problème, il est, je ne guéris pas. C'est-à-dire que là, vous êtes maintenant colonisé avec un microbe dans vos urines qui n'est pas responsable d'infection pour l'instant. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas d'antibiotiques, vous n'en avez pas besoin. Passé un certain âge, on sait qu'après la ménopause, on peut faire des infections urinaires à répétition, ce qui est malheureusement, je pense, votre cas. Et puis après, là, on a constaté que vous êtes colonisé avec un microbe, mais ce n'est pas nécessaire de le traiter tant qu'il n'y a pas de signe clinique. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Je suis vraiment colonisée. Parce que dans ma vie, j'ai peut-être fait 3 ou 4 infections urinaires. Et à l'époque, c'était de l'Oroquène qu'on me donnait. J'étais guérie. J'avais plus de soucis. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas une personne qui avait eu de multiples infections urinaires dans votre vie.
Non. Là, ça fait vraiment depuis 2024 Et que... depuis 2024. C'est ouais. pour ça que je pensais même pas à l'infection urinaire, je pensais plus à ma sciatique qui me donnait un mal de dos que j'étais pas bien, quoi. Un état grippal, enfin. Ouais, mais non, c'était pas ça. Donc j'avais fait l'UCBU et le laboratoire m'a appelé parce que mon dosage de PCR, oui, protéines, était très élevé, donc là, il a fallu que je... Et vous avez fait une première infection sévère avec un germe déjà résistant aux antibiotiques. Oui. Et c'est toujours le même germe. Il mute, hein, il mute. Il mute. Oui, là, ça fait un petit peu long. Ah là, oui. La durée du traitement, elle ne doit pas forcément être facile. Ah non, là, c'est pénible. Hein. Puis maintenant, ça m'angoisse parce que j'ai peur de refaire un style d'infection vraiment catastrophique, quoi. Ah, ça, j'entends bien. Et vous, Laurent, vous aussi, vous avez eu une infection urinaire? Voilà, donc moi au début, je ne croyais pas que c'était une infection urinaire. Et bon, après, je m'en suis rendu compte parce que bon, j'avais quand même du sang dans les urines. Et donc, c'est arrivé fin février. Donc, le lundi, je vais au travail. Le mardi, je vais aussi au travail. Le mardi, bon, pour aller uriner, bon, j'avais du mal en fait. Mais c'est que le mercredi, je ne pouvais plus uriner, plus rien. Bon, c'était bouché quoi. Et donc je suis allé directement aux urgences. Et là, ils m'ont pris en charge de suite, hein, mais vraiment de suite. Ça, je suis content. Et ils m'ont mis une sonde urinaire pour tout déboucher. Voilà. Après, je suis revenu chez moi, ils m'ont donné un traitement. Je ne me rappelle plus du nom du traitement. Et c'est que moi, bon, je pensais que... Parce que ça allait mal en fait. Et je pensais que c'était la sonde qui me gênait. Mais j'avais mal partout. Surtout ici en fait. Et disons qu'après, j'y suis allé 2-3 fois pour... je suis revenu 2-3 fois aux urgences à l'hôpital. Hein. Et mais ils m'ont donné des calmants en fait. Hein. Voilà, pour vraiment me calmer, tout ça, machin. Enfin, vraiment calmer l'infection en fait, parce que c'était une infection que j'avais. Et au bout de la 4e fois, oui, aux urgences, ils ont été obligés de me prendre en charge, de m'hospitaliser, puisque ben, tous les antidouleurs qu'ils m'ont donnés, en fait, ça ne fonctionnait pas en fait. Enfin, moi j'avais très mal en fait. Moi j'étais sous morphine et tout ça. Et ça s'est révélé qu'après, bon, en faisant plusieurs examens, c'était une infection à la prostate. Voilà. Et j'ai été pris en charge directement à l'hôpital, et puis je ne savais pas trop ce qui se passait, et puis je voulais surtout pas en parler à ma famille. J'ai dit non, on ne peut pas parler de ça, tout ça. Puisque moi je pensais aussi que c'était quelque chose de sexuel en fait. J'ai attrapé une cochonnerie en fait. Hein. Oui, vous n'aviez pas du tout conscience que c'était Voilà. une bactérie résistante. Voilà, et je pensais de suite à ça, donc c'était bon, pas le VIH, mais bon, une hépatite ou un truc comme ça en fait. Et non, pas du tout. Parce que j'ai eu tous les examens, tout était nickel. Et puis voilà, c'était vraiment la prostate qui était devenue monstrueuse en fait. Mais vraiment, on m'a dit dans les radios, il y avait des abcès qui se sont mis. Et puis j'ai été traité. Et juste après ça, au niveau de l'hospitalisation, j'ai fait une embolie pulmonaire. Donc là, j'ai failli passer. Hein. Heureusement, j'étais à l'hôpital. Je serais été chez moi. Je pense que juste le temps d'appeler les secours, je pense que je serais plus là en fait. Et suite après l'embolie pulmonaire qu'ils ont pu résorber, j'ai aussi une infection à l'œil. Et là, ça fait perdre l'œil en fait. Il y a eu un enchaînement. Oui. Et donc l'œil, là, ça y est, ça va beaucoup mieux. Et mais c'est vrai que j'ai eu des piqûres à en pleurer, à hurler aussi. C'était. Enfin bon, tout ça, maintenant c'est du passé.
tout le personnel en fait était sensibilisé. J'étais hospitalisé dans maladie infectieuse, c'est ça, voilà. Et puis tout le monde était, surtout les infirmières, pensaient à moi. Vous vous êtes senti soutenu par le personnel soignant Ça, franchement, je suis très content par rapport à ça. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais je vais partir, je vais rejoindre mes parents, tout ça, parce qu'ils sont décédés aussi. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de soutien de mes amis, de ma sœur qui est venue me voir aussi. Mais je pensais que j'allais vraiment partir et que j'avais plus la force en fait. Oui, j'en ai J'ai perdu presque 15 kilos. Déjà, je suis pas gros, alors là. Mais moi, j'ai eu beaucoup de soutien et je suis encore là et je suis très fier de ce qui s'est passé à l'hôpital. Malgré qu'il y ait eu des moments où je n'étais pas vraiment prise en charge comme je voulais, mais bon, ça c'est juste des détails, mais je suis très heureux d'être là et parler de tout ça en fait, qui était tragique pour moi. Et puis merci d'être venue partager ça avec nous. Marianne, est-ce que vous pouvez essayer de... ça semble fou en fait de se dire il y a eu une infection urinaire et ça a fini par les poumons, les yeux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, dans le cas de Laurent, ce qui a pu se passer ? Je pense qu'effectivement, merci Laurent de témoigner parce que votre histoire, elle est très très représentative des complications que peut engendrer la résistance aux antibiotiques. Une infection urinaire, c'est censé être bien traité. Avec les antibiotiques de première ligne, on sait les traiter. Mais si la bactérie elle est résistante aux antibiotiques, l'antibiotique il ne marche pas. Donc la bactérie elle s'est disséminée dans la prostate parce qu'une infection urinaire de l'homme ça se met dans la prostate, c'est comme ça. Ça a fait des gros abcès. La bactérie elle a continué à disséminer, elle s'est mise dans l'œil, ce qui s'appelle une endophthalmie. C'est vrai qu'il y a un risque de cécité, parce que quand il y a un œil qui est atteint, souvent ça communique avec l'autre. C'est le fait qu'il y a eu un retard de traitement efficace, puisque la bactérie était résistante aux antibiotiques, qui a fait ces complications. Et puis dès qu'on a un sepsis très sévère, qu'on est hospitalisé, on risque d'avoir des complications. L'embolie pulmonaire, c'est une des complications très classiques d'être allongé parce qu'on ne va pas bien. Vous avez aussi, je sais, un œdème du poumon dans les suites à cause du choc septique, de sepsis sévère plutôt. Donc c'est une illustration de ce qui peut se passer si on ne traite pas bien la bactérie. Avant l'ère des antibiotiques, dans le XVIIe, XVIIIe siècle, on pouvait mourir d'infections urinaires parce qu'on ne pouvait pas traiter la bactérie. Si le traitement qu'on donne ne marche plus, on peut arriver à ça. Même chez quelqu'un qui, comme vous, n'avait aucun problème de santé. Et avant qu'on parle de vous, Maëlle, j'aimerais bien avoir le ressenti un petit peu à chaud de Violaine et Leïla sur l'histoire d'Huguette et Laurent. Parce que l'infection urinaire, c'est quelque chose d'hyper courant. Oui, moi j'en ai déjà eu une, un peu comme vous, Huguette. Il y a 6 ans, donc je suis allée chez le médecin une première fois, elle m'a donné un antibiotique. La semaine d'après, vu que ça marchait toujours pas, elle m'en a donné un deuxième. Tout ça sans faire le CBU. Voilà. Et puis je me suis retrouvée à m'évanouir, de la fièvre comme pas possible. Je n'allais plus aux toilettes. Et donc, à la fin, carrément, je ne marchais plus. Je suis partie, mon père m'a emmenée aux urgences. Ils m'ont dit de continuer le traitement, donc ils m'ont renvoyée chez moi. Alors que j'étais, je marchais plus, quoi, vraiment. Et puis ça s'est empiré chez moi, beaucoup d'évanouissements, etc. Donc mon père m'a ramenée encore une fois à l'hôpital. Il a insisté à fond pour qu'il me garde, parce que j'étais tombée sur des internes qui me disaient que c'était pas trop grave, etc. Et puis ils m'ont hospitalisée du coup. Et ils m'ont dit que c'était une pyélonéphrite, que j'avais perdu l'efficacité de mon rein, mais que j'ai eu aucun papier par rapport à ça. En fait, c'est le médecin qui a dit ça à ma mère et à mon père. Et du coup, après, quelques semaines plus tard, ça a fini par se dissiper. J'ai pu remarcher, etc. Et puis, évidemment, je perdais beaucoup de sang. C'était horrible. Mais ça faisait vraiment, vraiment, vraiment super mal, ouais. Donc, je compatis. Et vous, Violaine, vous saviez que ça pouvait... Non, je ne pensais pas que c'était si grave. Moi, les infections urinaires, j'en ai déjà faites, mais en général, le premier médicament qu'on me donne, en général, ça passe tout de suite.
Oui. Jamais j'ai eu l'UCBU plus toutes les analyses de bactéries, enfin tout ce qu'il faut faire pour vraiment changer. Non, ça m'est jamais arrivé, donc je ne pensais pas que ça pouvait exister. Maintenant, j'ai quand même entendu parler par des amis un petit peu qui disaient que les antibiotiques qu'on leur avait donnés en première intention, ça ne fonctionnait pas, donc il fallait chercher. Je me dis, bon, c'est sûr que là, ça devient tout de suite le coup. Mais de là à se propager dans l'organisme, jusque dans les poumons et jusque dans les yeux, je me dis, alors là, j'étais vraiment pas consciente de tout ça. Non, ça, moi non plus, effectivement, ouais. Et il y a une explication à ça, comment une bactérie peut se déplacer en fait dans l'organisme? Par le sang, enfin, donc, elle était au niveau des urines, ça fait un gros abcès dans la prostate, et puis par les vaisseaux sanguins. La septicémie, quoi. La septicémie, ça circule, et puis ça va se mettre dans l'œil, dans le poumon, enfin, dans le cœur aussi, ce qu'on appelle l'endocardite. Et donc chez la femme en général, ça peut aussi. Ça peut arriver aussi. Oui, mais ça peut arriver, mais comme les femmes n'ont pas de prostate, mais du coup, c'est quel organe qui est touché? Ça peut être le cœur, par exemple. C'est un petit peu moins fréquent. J'ai envie de dire, chez les femmes, ça sera peut-être plus des infections de la peau, quand on a une plaie, une infection de la peau, qui peut amener à ce que ça se dissémine, ça se mette dans le cœur, etc. Mais voilà, dès que le microbe arrive à faire un petit abcès creusé, passer dans le vaisseau sanguin, il peut aller partout. En fait, c'est ça, c'est l'abcès qui a été la voie d'entrée pour le système sanguin, pour que la bactérie que Laurent avait je pense aussi. circule. Et vous, Maëlle, vous avez eu une infection mais pulmonaire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez réalisé que cette infection-là, elle n'était peut-être pas comme les autres? Et ça a mis du temps. Au début, je suis allée voir mon médecin parce que je pensais avoir une allergie que j'arrivais pas à traiter, ou que j'ai pas essayé de traiter tout simplement, mais je toussais depuis un petit moment. Et ce jour-là, en fait, en regardant mes poumons, elle me dit « Ah, ça, c'est pas totalement normal ». Elle m'a dit on va faire une analyse, on va faire un scanner, et puis de toute façon, je vais vous mettre sous antibiotiques. Donc elle m'a mis l'amoxicilline, de base qu'on donne. Elle m'a dit puis on se revoit dans 2 jours pour vérifier que ça a fonctionné. Il s'avère qu'effectivement, j'ai fait un scanner qui révélait qu'il y avait bien une pneumopathie sur un des poumons. Donc on a continué l'antibiotique. Là, à ce moment-là, moi j'allais très bien, donc j'ai continué à aller travailler, j'ai refusé l'arrêt maladie. Et en fait, 2 jours après, là par contre, au travail, je me rends compte que je me sens pas bien. Et d'habitude, je suis jamais malade, donc ça m'arrive pas. Et là, je me suis dit, en fait, je vais pas retourner travailler. Enfin, je suis rentrée chez moi. Et là, j'ai vu le médecin pour un contrôle le lendemain, qui a réausculté mes poumons et qui m'a dit, c'est bizarre, ça n'a pas changé. Après, ça faisait pas 3 jours que j'étais sous antibiotiques. En général, il vaut mieux attendre 3 jours. Elle m'a dit, je vous en donne un autre. Et si vous sentez que ça n'a pas évolué d'ici demain matin, faut pas hésiter, vous changez surtout d'antibiotiques. Donc ça n'allait pas mieux le lendemain matin, donc j'ai changé l'antibiotique. Là, je suis repartie avec un autre antibiotique qu'elle m'a donné pour 2 semaines. Il me semble que c'est pas la dose qu'on donne normalement, mais elle m'a donné ça pendant 2 semaines. Je me suis vite sentie mieux. J'ai fait 1 semaine d'arrêt cette fois-ci. Ensuite, je suis partie en vacances. Je devais prendre l'avion. Et avec une infection pulmonaire, on évite, mais là, ça allait mieux. Donc j'ai pu prendre l'avion. J'ai pu passer des vacances normales. Je suis revenue. Ça allait plutôt bien. 1 semaine après, je me ressens malade, rhume. Je me dis, c'est bizarre parce que vraiment, je suis jamais malade. Donc, je vais consulter parce que j'ai peur finalement que ça n'ait pas terminé. Là, je consulte, je vois un médecin qui n'est pas ma médecin et qui me dit, non, en vrai, je pense que vous avez un rhume. Elle écoute mes poumons, elle dit, je pense qu'il n'y a rien. Donc, je me dis, bon, tant mieux. Je rentre chez moi et passe encore 1 semaine. Là, je me retrouve seule avec mes 2 enfants en bas âge. Donc, je les gère toute seule un week-end. Et là, chaque soir, ça redescend, la responsabilité des enfants. Et par contre, quand je me retrouvais seule le soir, j'avais vraiment cette sensation que mon corps me lâchait. Je me dis, en vrai, je ne vais pas bien. C'est pas juste dans ma tête. Et un soir, 2 soirs, mon mari rentre. Et je lui dis, là, j'ai pris rendez-vous chez le médecin, j'y retourne. Donc là, j'ai été voir ma médecin qui m'avait auscultée la première fois, qui réécoute mes poumons et me dit, en fait, non, c'est toujours pas normal. Donc on va refaire un scanner pour voir ce que vous avez. Et là, par contre, on en est à 2 antibiotiques, donc je ne peux pas vous en donner d'autres. Je vais contacter justement l'infectiologie pour voir, en attendant aller faire le scanner. Je retourne faire un scanner. Là, on me dit, ah non, là, par contre, vous avez une pneumopathie sévère, c'est sur les 2 poumons. Je fais, ah, ok. En réalité, cliniquement, je me sentais pas si mal. L'oxygénation était quand même pas au top, donc ils ont envisagé de m'hospitaliser.
Mais finalement, je me sentais assez bien. Donc je n'y suis pas allée. Par contre, dès le lendemain matin, j'ai pu être accueillie à parce que par chance, il y a des rendez-vous sans... Enfin, il y a des rendez-vous sans rendez-vous, quoi. Et donc là, j'ai été prise en charge. C'était pas encore le docteur Marianne, mais j'étais en charge par un autre docteur qui m'a pris, qui a fait tous les tests qu'on peut faire en plus sanguins, qui m'a mis sous 2 autres antibiotiques pour changer. Là, c'était une histoire de probabilité, quoi. En général, c'était censé répondre. Donc j'ai eu un antibiotique qui était à prendre par voie orale et un antibiotique qui était par injection. Donc voilà. Et ce même jour, j'ai fait des crachats pour pouvoir voir quelle était la bactérie et pouvoir faire un antibiogramme, effectivement. Voilà. Suite à ça, je suis rentrée chez moi. J'ai contacté un infirmier, une infirmière pour me faire pour me faire les injections, pardon. 2 jours après, je retourne à l'hôpital pour vérifier, pour avoir les résultats. Elle avait juste le résultat pour l'instant du type de bactérie que c'était. Et donc, elle m'a dit, il y a un des antibiotiques qu'on peut arrêter. Et le deuxième, normalement, ça fonctionne. Donc, on continue avec ça. Et quand j'aurai les résultats, je vous appelle si finalement ça ne suffit pas. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a un antibiotique auquel je savais ne pas tolérer. Or, cet antibiotique aurait pu fonctionner, mais celui-là, je ne le tolérais pas. Je l'avais déjà eu pour une infection urinaire, d'ailleurs. Donc voilà, et en fait, cette docteure qui partait en congé mat, je vous raconte parce que le lendemain, elle était en congé maternité et elle m'appelle le samedi soir à 18h pour me dire « Écoutez, je suis désolée, il va falloir encore changer d'antibiotique parce qu'il ne convient toujours pas. Les tests ça ne fonctionne pas. Et cette fois-ci, l'antibiotique est particulier parce qu'il n'est disponible qu'en pharmacie hospitalière. Donc il va falloir que je vous mette en contact avec un prestataire. Donc c'est les prestataires qui vont chercher les antibiotiques à l'hôpital et qui ramènent tout le matériel en fait pour pouvoir faire les perfusions, tout ça. Donc là, ça a été vraiment hyper bien pris en charge. La prestataire m'a contactée, m'a tout ramené. J'ai reçu 2-3 cartons pour faire toutes les injections. Et à partir de là, je pense 7 jours, il fallait que je fasse des perfusions pendant une demi-heure. Donc tous les jours, j'avais une demi-heure où j'attendais que l'antibio passe. Mais vous étiez à la maison, là ? Moi, je suis restée chez moi. J'avais mes enfants et ça allait bien. Il y avait une infirmière quand même qui... J'allais la voir. Ah ok. En vrai, j'avais besoin de sortir et j'allais la voir. Ça me faisait du bien de sortir un peu. Et je faisais les 30 minutes tous les jours. Et je me suis sentie mieux. Mais voilà. Et donc j'étais arrêtée 2 semaines. Et comme j'étais un peu tête brûlée, qu'ils ont senti que j'écoutais peut-être pas assez mon corps aussi pour en être arrivée là, ils m'ont fait reprendre un mi-temps thérapeutique pendant 2 semaines, histoire d'être sûre que j'essaye de me reposer. Et voilà. Et suite à ces 2 semaines de mi-temps thérapeutique, j'ai pu reprendre une vie normale, bien que j'ai été quand même plus fatiguée pendant quelques mois derrière, quoi. Parce que c'était une infection sacrément sévère aussi en termes de CRP. Le taux était assez haut, oui. Et ça a duré combien de temps entre les premiers signes et votre guérison ? Alors, ça a commencé le 13 mai, où elle m'a dit que je n'avais pas une allergie, mais plutôt une pneumopathie. Et après, j'étais sous ce gros traitement, c'était en juin, mi-juin, fin juin. Donc ça a mis bien 1 mois et demi, 2 mois avant de guérir, ouais. Et Marianne, là, quand Maëlle nous explique qu'elle se sentait très fatiguée, est-ce que ça peut être dû à la prise d'antibiotiques pendant quasiment 2 mois ou c'est plutôt parce qu'elle a été malade et C'est plus la maladie qui l'a fatiguée, parce qu'une grosse infection pulmonaire, une pneumopathie, ça fatigue beaucoup, ça peut tomber chez un jeune sans antécédent. La grosse particularité, c'est que c'est une pneumopathie avec un germe l'Haemophilus influenzae qui est fréquent, mais qui était résistant à toutes les bêta-lactamines, ce qui n'est pas très fréquent. Donc le traitement en intraveineux, l'amoxicilline ne marchait pas, le premier traitement en intraveineux, la ceftriaxone, qui est l'étape du dessus, ne marchait pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un retard, et que d'un poumon, c'est passé à 2 poumons. Et puis bon, vous avez pu être traité à domicile parce qu'ils se sont arrangés, oui. Mais c'était avec un antibiotique compliqué à dispensation hospitalière, souvent ça finit à l'hôpital. Ça montre aussi très bien les complications de l'antibiorésistance concrètement, 1 mois de retard, 2 mois d'arrêt de travail, enfin. Et un germe classique, l'Haemophilus influenzae, mais qui était devenu résistant. Et qu'est-ce que ça a pu changer pour tous les 3 dans votre rapport aux soins, à la santé, votre vision des choses? Est-ce que ça a changé votre manière de voir Fais attention, quoi. On est toujours dans l'angoisse de dire
on va faire une répétition de la maladie et puis l'antibiotique qui ne convient pas. Mais je voudrais poser une question, docteur. Pourquoi l'antibiotique qui convient à l'hôpital, on ne peut pas l'avoir chez soi? Alors, il faut aller le chercher à l'hôpital, il n'est pas disponible partout. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais c'est aussi parce que ces antibiotiques qui sont de dernier recours, quand on n'a vraiment plus le choix, il faut vraiment les préserver. Il faut les donner que dans des situations très précises, avec avis d'experts, parce que si on les utilisait trop et que c'était open bar pour tout le monde, les bactéries deviendraient résistantes très vite. Donc ces antibiotiques qu'on appelle de dernier recours ou de niche, ils sont sous surveillance. On les donne que sur antibiogramme quand on n'a pas le choix, si on ne peut pas donner autre chose, pour les garder le plus longtemps possible efficaces. Est-ce qu'il y a une différence entre la pénicilline et l'antibiotique? Parce que moi, je suis allergique à la pénicilline. Alors la pénicilline, c'est un antibiotique, c'est une famille d'antibiotiques. Donc c'est vrai que quand on est allergique à la pénicilline, on a des options différentes et qui sont des fois un peu moins efficaces parce que l'amoxicilline reste un bon antibiotique. Donc ça, c'est pas de chance. Après, je ne sais pas si vous avez fait des tests chez un allergologue pour être sûr. Maintenant, je ne sais pas aujourd'hui. Mais pour avoir les tests, c'est pareil, c'est une grosse complication. C'est des faut attendre un petit peu, mais ça vaut le coup pour être vraiment sûr si vous avez un doute en tout cas. Mais c'est des mois et encore, on n'est pas sûr d'être pris. Ça se faisait, je crois, à Bichard. Ça se fait beaucoup à Tenon. Enfin, il y a d'autres endroits. Il y a plusieurs endroits. Tenon, c'est ça. J'avais appelé, pas de rendez-vous. J'ai laissé tomber. J'ai peut-être une question par rapport à ça. Est-ce que, par exemple, pour tout ce qui est de l'ordre des infections urinaires, etc., est-ce qu'il y a des alternatives naturelles? Alors, déjà, quand on a une infection urinaire, on peut beaucoup boire pour faire partir les microbes quand il n'y a pas de fièvre. Il y a de la canneberge qui, quand on prend à très haute dose, a montré que ça diminuait l'invasion des Escherichia coli, qui est la premier germe. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Il n'empêche que quand on a une vraie infection sévère avec de la fièvre, il n'y a pas mieux. Après, pour prévenir l'infection, il y a des choses. Pas porter des jeans trop serrés, aller faire pipi quand on a eu des relations sexuelles, des choses comme ça peut diminuer. Mais après, une fois que l'infection est là, les antibiotiques sont quand même indispensables. Ça n'arrive pas à le détruire. Et pour vous, Laurent, qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport aux soins, peut-être même à vous Disons que maintenant, moi, je ne néglige plus, en fait, parce que je pense que j'ai négligé un petit peu tout ça. Et faire attention à sa santé tous les jours, au quotidien, et puis même sensibiliser à son entourage, les amis, la famille, leur dire que voilà, ça peut arriver à tout le monde, en fait, pas qu'à moi. Et ça, oui, même à mes collègues de travail, qui ont été vraiment choqués de ce que j'ai vu. Et voilà, qu'il ne faut surtout pas négliger sa santé. On a la chance d'être dans un pays où on peut être pris en charge très bien, par rapport à d'autres pays où c'est horrible. Donc voilà. Et de prendre soin de soi, et puis du coup vous portez aussi, vous portez la bonne parole quelque part. Exactement. Parce que vous attendiez pas à ce que ça vous arrive. Mais oui, bien sûr, c'est ça qui m'a choqué en fait. Moi, je pensais pas que ça aurait pu m'arriver, mais si, ça m'est arrivé. Et vous, Maëlle, dans le rapport que vous avez aux soins, aux soignants, est-ce que vous vous êtes sentie quand même encadrée, comprise? Est-ce que ça a changé quelque chose aussi? Moi, j'ai trouvé vraiment la prise en charge top. C'est-à-dire que ma généraliste a pu contacter l'hôpital, a pu avoir directement un échange. Ensuite, ils m'ont pris là-bas. Donc, j'ai trouvé ça très fluide. J'ai trouvé les médecins très engagés. Quand je vous parlais de la médecin qui était en congé maternité et qui m'appelle, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et après, mon rapport à tout ça, c'est vrai qu'il y a un peu plus de crainte parfois. C'est-à-dire que, de la même manière que Laurent, je m'écoute pas trop. J'ai toujours dit je suis jamais malade. Moi, un petit rhume, je fais pas trop attention. C'est vrai que maintenant, je pensais que j'avais une simple allergie et en fait, ça s'est transformé en pneumopathie où j'aurais pu finir aux urgences.
sévère, et ça c'est assez inquiétant. Surtout que je suis pas du genre à prendre des antibiotiques, j'en prends rarement. Et en fait, ce qui est fou, c'est que chacun, en fait, on a un impact sur la vie des autres quelque part, parce qu'en fait, à prendre trop rapidement des antibiotiques, on rend plus résistant des bactéries qui vont aller chez quelqu'un d'autre. Donc, en fait, c'est ça, je pense, c'est de la responsabilité de chacun de faire attention à tout ça. En plus des antibiotiques, c'est lourd, quoi. Quand on les prend, on peut avoir plein d'autres désagréments à côté, donc on évite de les prendre. Donc ouais, c'est tout ça. Franchement, et ça peut arriver à tout le monde, quoi. De se retrouver à l'hôpital comme ça pendant des semaines ou des mois, ouais, ça fait un peu peur, quoi. Mais voilà. Mais en vrai, aujourd'hui, moi, j'ai été rassurée par les gens autour de nous qui nous encadrent, mais bon, il n'y a pas tant d'antibiotiques que ça, donc utilisons-les à bon escient, quoi. C'est un peu le message que moi j'essaye de faire passer autour de moi maintenant. Et notamment, là on parle d'antibiotiques, mais même sur des médicaments tout simples, en libre accès et tout, je me dis ça peut peut-être avoir aussi une incidence. En fait, il y a des choses où j'essaie de faire plus attention, quoi. Me dire, n'utilisons pas en excès tout ce qu'on peut avoir, quoi. Ne nous automédicassons, voilà, je sais pas, pas d'automédication, quoi. Ouais, je l'aurais moins pas fait possible. non plus. Je l'ai tenté. Bravo Mel d'avoir essayé. Moi je n'aurais pas tenté. Et j'aimerais bien avoir votre avis un petit peu, Violaine, sur... Oui, moi j'ai plein de questions. Allez-y, c'est Alors, à qui déjà, vous voulez. je voulais savoir, donc, dans le cas de Maëlle, est-ce que finalement on a réussi à trouver la bactérie en question? Donc ils ont finalement trouvé. Ouais, j'ai craché super bien dans un pot. De manière fructueuse, c'est ce qu'on m'avait demandé de faire. Non, mais voilà, en réalité, je suis très contente parce que sinon, il faut aller chercher. Sinon, il faut aller chercher à l'intérieur et ça, je voulais l'éviter. Donc, j'ai passé un petit moment. Et le problème, c'est que c'est pas simple pour tout le monde parce que c'est un peu... Voilà, il y a des glaires qui peuvent sortir quand on crache, ça aide à faire ressortir la bactérie. Il y a des gens qui ont des pneumonies et ça ne sort pas. Donc là, c'est encore plus difficile de sortir pour analyser la bactérie. Et dans ce cas-là, voilà, le docteur l'expliquera mieux, mais il faut aller chercher, quoi. Il faut faire descendre un petit tube, une fibroscopie, oui, c'est vrai. Et ma médecin m'avait préparée à ça et je suis contente de ne pas l'avoir eu. Et après, ils ont trouvé la bactérie. Il y avait plein de tests qui ont été faits en labo où on voyait chaque antibiotique qui a été testé justement sur la bactérie, répond, ne répond pas beaucoup, répond beaucoup. Et donc ça, c'était... Après, ça a permis d'être sûr que c'était l'antibio à donner, quoi. D'accord. Et donc pendant tout ce temps-là, il a fallu quand même tester la bactérie sur plusieurs antibiotiques. Et ça a pris combien de temps? C'était assez rapide, parce que je pense que j'ai fait les prélèvements le mercredi et la docteure m'a rappelé le samedi soir. Ça prend 3 jours, quoi. D'accord. De 3 jours. Et je pense que ça dépend de la résistance aussi. Peut-être que les premiers tests n'ont pas répondu, donc ils ont dû aller au-delà, mais ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, moi, j'ai eu 3 jours à avoir le bon. Alors, ça marche. L'allergie que vous aviez, c'est la bactérie qui vous donnait l'allergie ou c'est... Il n'y avait pas d'allergie. Vous aviez comme sorte d'allergie? C'est moi qui pensais avoir une allergie. Ah oui. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je traînais une toux persistante. Et donc, j'avais pas l'impression de moins bien respirer ou quoi. Je me suis pas imaginé pouvoir faire une pneumopathie, quoi. Et en fait, en allant voir le médecin, il m'a dit non, ce n'est pas une allergie, il y a une infection dans votre poumon, quoi. Parce que moi, j'ai une toux comme ça grasse, comme une toux de fumeuse, alors que j'ai jamais fumé de ma vie. Et j'ai un écoulement post-nasal qui va dans les bronches. Et à chaque fois, comme là, j'ai été sous cortisone pendant 5 jours, il y a 8 jours. Voilà. Et normalement, avec la cortisone, on doit donner de l'antibiotique. Ah, pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Bon, alors c'est bien de le savoir. C'est bien parce qu'il y en a qui disent il faut de l'antibiotique avec la cortisone. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Bon, ça m'a solutionné. Ça, c'est désenflammé. Mais ça me fait des toux, et ça ne sort pas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes de toux persistantes. Et c'est vrai que votre pneumopathie, ça s'entend avec le stéthoscope. Et elle n'était pas très sévère au début, finalement. Parce que c'est pas un germe qui est très, très agressif. Mais comme on n'était pas efficace dessus, et voilà, il s'est bilatéralisé. Oui, mais alors comme moi, c'est pas pas infectieux. C'est C'est probablement pas de l'inflammation, de la Voilà, sinusite c'est chronique. Oui, c'est chronique. Et par rapport sur Maëlle, il y a eu donc des relevés, des crachats.
Et pourquoi est-ce qu'il fallait la faire cracher? Parce que comme on avait utilisé les antibiotiques de première et de deuxième ligne qui n'étaient inefficaces, il fallait absolument qu'on sache quelle était la bactérie responsable de son infection pour donner des bons antibiotiques. Et ça a marché d'ailleurs, parce qu'une fois qu'on a su qu'il était résistant à tout ça, on a trouvé un antibiotique où il était sensible. Et les résultats, pour les analyser, ça prend combien de temps? Ça prend 48 heures à peu près. Enfin, 48-72 heures, ça dépend si on fait le prélèvement le matin ou l'après-midi, quoi. Si on l'envoie le matin, ça pourrait être 48 heures. Si c'est l'après-midi, plutôt 72 heures, quoi. Et après, à ce moment-là, on a su exactement ce que c'était. On a su ce que c'était et on pouvait la traiter efficacement. Sauf que cet antibiotique était compliqué à avoir. Heureusement, il y a un circuit là, qui a pu être fait pour être à domicile, mais souvent, ça se finit à l'hôpital, ce genre de gens. Oui, parce que vous-même, vous n'avez pas été hospitalisée, mais vous avez suivi quand même un traitement en intraveineuse. Oui, c'est ça, c'était 30 minutes d'intraveineuse qui était fait par une infirmière et vous déplaciez dans le cabinet de l'infirmière. Oui, exactement. Alors, elle aurait pu venir chez moi, hein. C'est moi qui ai décidé d'y aller parce que c'était à côté de chez moi, mais effectivement, alors en réalité, ils auraient voulu me mettre sous perf et garder la perf pendant 6-7 jours. Avec des enfants, je préférais ne pas avoir une perf dans ma veine tout le temps, donc tous les jours, on me refaisait une piqûre dans le coude. Et j'alternais et je gardais ça pendant une demi-heure. J'avais une poche et j'attendais dans le cabinet que la poche s'écoule dans mes veines. Et voilà. Et vous, Leïla, quand vous entendez tout ça, toutes ces histoires, est-ce que ça peut changer quelque chose dans peut-être des préjugés, des questions que vous avez Alors c'est vrai que moi, j'ai tendance à me soigner du coup naturellement par rapport à ce que j'ai, des migraines, de la fatigue, ça peut être un peu... je prends beaucoup de tisanes à base de plantes naturelles, etc. Mais, et puis c'est vrai d'ailleurs que j'ai eu un épisode cet été, j'ai eu une infection à l'oreille. Donc je suis allée aux urgences parce que ça avait gonflé et dès que le vent passait sur moi, ça me faisait vraiment, vraiment super mal. Alors j'ai eu la bonne idée d'abord, je me suis dit peut-être que si on essayait nous-mêmes de l'enlever, mais après je me suis dit bon, ça risque d'être dangereux quand même. Donc je suis partie aux urgences et ils me l'ont enlevé et ils m'ont donné un antibiotique du coup. Et j'ai pas supporté l'antibiotique, je l'ai vomi et du coup j'ai arrêté de le prendre et ça a fini par partir tout seul. Donc je me suis posé la question, est-ce que parfois quand même ça peut partir, si on continue pas le traitement sans revenir, quoi. Je sais pas si... disons que s'il y en a vraiment besoin, il y en a vraiment besoin. Ouais. Et peut-être que là, il n'y en avait pas besoin. Parce que si c'est un abcès superficiel, de le vider, de l'ouvrir, à juste des soins locaux pour désinfecter, ça suffisait. Ouais, ok. Peut-être que cette prescription d'antibiotiques, elle n'était pas utile. D'accord, ok. Et ça en revient au fait de dire qu'en France, on sait qu'il y a à peu près un tiers des prescriptions, voire la moitié, qui ne sont pas utiles. Ok. Et du coup, si on le vomit, c'est pourquoi que parfois on le supporte pas? Peut-être que vous étiez à jeun. Et peut-être ça. Oui, il peut y avoir des intolérances, comme tout médicament. Mais c'est variable selon les personnes, ça. Okay. Après, si jamais on le vomit, il faut en trouver un autre qu'on supporte. Il faut reconsulter. Ouais. Alors moi, j'ai une autre question aussi. Je voulais savoir, donc dans le cas de Huguette, apparemment la bactérie, elle mute. C'est-à-dire, elle peut... Alors, je pense que dans votre cas, Huguette, vous avez fait donc une vraie infection urinaire, pyélonéphrite coniée en 2024 avec un germe qui était déjà résistant aux antibiotiques, ce qu'on appelle nous les coli BLSE. C'est des germes résistants qui sont très présents dans la population, hein, c'est 7% à peu près des prélèvements en France. Et que vous êtes dans le cas des personnes qui sont colonisées, qui gardent le germe d'Escherichia coli dans les urines. Passé un certain âge, c'est à peu près 10% des gens qui gardent un germe dans les urines tout le temps, mais qui ne rendent pas forcément malade. Mais par contre, à chaque fois qu'on donne des antibiotiques, ça sélectionne dans ces germes des urines des germes qui sont résistants à l'antibiotique qu'ils reçoivent, et c'est eux qui prennent toute la place. Donc en fait, plus on prend des antibiotiques, plus les germes ils deviennent résistants, effectivement. On a beaucoup de germes avec qui on cohabite. Parce que là, actuellement, j'ai le Bachellia oxyca. Voilà. Et donc, chaque fois qu'on prend des antibiotiques, ça peut changer les flores. Ouais. Et moi, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de garder des antibiotiques à la maison Je les prends. Au cas où, vous en faites quoi en fait des antibiotiques si vous n'avez pas fini une boîte Non, moi je les ramène à la Mais pharmacie. je sais plus. Je les ramène à la pharmacie où je garde les antibiotiques.
Je l'ai jeté, je sais pas si c'est bien. Du Dans coup, la celui poubelle que j'ai vomi, ouais. Et vous, Alors, Violaine moi, je pense qu'en général, on donne le traitement, mais vraiment jusqu'au dernier jour. À chaque fois, on me dit de bien finir la prescription comme il faut. Donc, en général, je ne jette pas, je finis les 2 et après, normalement, il ne reste rien, quoi. Alors moi, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de boîtes non terminées, comme je n'avais pas les bons traitements. Pour les coups, je les ramène en pharmacie, parce que je préfère pas les jeter comme ça. Surtout les médicaments d'hôpitaux. Enfin, non, ils sont encore chez moi en vrai. Je ne vais pas me les injecter moi-même. Non, les antibiotiques que je peux garder chez moi, c'est l'amoxicilline pour les enfants, parce qu'en fait, il y a souvent des ruptures de stock. L'idée, c'est absolument pas de leur donner sans prescription, mais je me dis toujours, peut-être qu'un jour, j'aurai une prescription et il n'y en aura plus. Plutôt que faire le tour, je sais que j'en ai chez moi, mais en vrai, je finis par les jeter, parce que ça finit par être périmé, quoi. Mais il y a une date de prescription, De péremption. Péremption, Faut pas que ce soit ouvert, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est sûr. Bon, Marianne, sur les antibiotiques à la maison, à la poubelle, à la pharmacie, les antibiotiques pas finis, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les bonnes pratiques ? Alors, c'est sûr que l'automédication, c'est pas très bon. Il faut mieux prendre des antibiotiques toujours en accord avec son professionnel de santé. Donc, c'est recommandé de les emmener dans les pharmacies qui vont les détruire dans des circuits adaptés pour pas que ça se retrouve dans l'environnement. Il ne faut pas les jeter dans les toilettes ou dans l'eau classique. Donc, c'est mieux de les ramener à la pharmacie. Après l'exemple de Maëlle, je le comprends parce qu'on a beaucoup souffert de pénurie, alors ça va mieux. L'hiver dernier, ça allait mieux, c'était l'hiver encore avant, de pénurie d'amoxicilline pour les enfants. Et là, on s'est bien rendu compte de l'importance des antibiotiques parce que c'était une vraie galère pour traiter nos enfants. On a dû des fois faire 10 pharmacies pour en trouver et du coup proposer des antibiotiques de deuxième ligne qui étaient moins bien que l'amoxicilline. Ça, c'est pour remettre aussi dans l'idée que vraiment les antibiotiques, c'est très précieux, on en a vraiment besoin, il faut les économiser. Mais j'entends Maëlle, je comprends que vous n'allez pas les donner comme ça. Je ne prendrai pas le risque. Donc il ne faut pas les redonner parce que chaque infection chez un enfant, ce n'est pas forcément la même. L'enfant, la plupart des infections qu'il fait, c'est viral. Même les otites, passé 2 ans, la plupart des otites, c'est viral. Il n'y a pas forcément besoin d'amoxicilline. Et c'est aussi comme ça qu'on construit des hémophilus résistants au pétalactamine, comme vous avez eu. C'est souvent les germes des otites des enfants. Donc, il ne faut mieux pas les garder, il faut les donner. Et puis justement, j'ai envie de dire, si on est en période de pénurie et que le petit voisin il a besoin d'amox, ça pourra servir peut-être au voisin. Oui, mais moi, justement, moi je le ramenais en pharmacie et je leur ai dit, mais vous en faites quoi ? Et ils m'ont dit, en fait, on va les jeter. Et j'étais, autant que je le garde pour la prochaine fois. Il m'a dit, gardez-le, on ne sait jamais. Bon, entre la poubelle et chez moi, c'est vrai qu'ils ont l'obligation de le détruire. Voilà, c'est ça. Une fois que c'est arrivé chez moi, ils ne savent pas ce que j'en ai fait. Mais en tout cas, l'automédication, c'est vrai que c'est vraiment pas une bonne solution. Et puis, pour les enfants, on a aussi des tests pour les angines, savoir si elles sont virales. Donc, si c'est viral, il n'y a pas besoin d'antibiotiques, ça ne marchera pas. Ou si elles sont bactériennes, pour s'aider, quoi. En fait, ce que j'entends, Marianne, c'est on ne va pas fouiller dans la pharmacie pour trouver des médicaments quand on est malade. Non. On ne va pas utiliser les médicaments de l'année dernière ou de frère. notre père, de notre grande sœur. En plus, des fois, il doit y avoir des posologies en fonction de l'âge ou du poids. Tout à fait. Puis certains antibiotiques marchent sur certaines bactéries, mais pas sur d'autres. Donc, les infections pulmonaires, ce n'est pas les mêmes que les infections urinaires. Enfin, il y a pas mal de spécificités et il ne faut mieux pas jouer dans son coin. Il faut mieux consulter. Et Laurent, du coup, j'aimerais bien un petit peu vous entendre. Qu'est-ce que vous avez tiré, vous, parce que vous, c'est assez récent et je pense que ça a été en plus sur un temps long, et plusieurs mois. Qu'est-ce que vous avez tiré de tout ça ? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux gens par rapport à votre expérience ? Oui, par rapport à mon entourage, ils sont beaucoup inquiétés. J'ai eu beaucoup d'amis, en fait, qui pensaient que c'était vraiment sexuel ce que j'ai eu et qui le pensent encore. Et je voudrais leur dire aussi que non, pas du tout, c'était vraiment pas ça. On m'a bien spécifié que c'était pas du tout ça. Et donc voilà. Et puis moi j'en tiens maintenant que, voilà, comme je disais tout à l'heure, ne pas négliger sa santé et puis voilà, même à mes amis, leur dire dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, essayer d'aller consulter. Et puis voilà.
négliger en fait. Oui, de ne pas laisser traîner. Un Oui. rhume ou quoi que ce soit. Oui, parce que ce que vous disiez, Marianne, c'est qu'il peut y avoir une toux persistante, elle peut avoir plusieurs raisons d'exister. Oui, tout à fait. Ça peut être un reflux de l'acidité vers l'estomac qui va se traiter par des traitements pour l'estomac, la coqueluche ou une pneumopathie. La médecine est multiple, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de consulter. Et puis si ça ne va pas, de revenir vers la même personne qui pourra suivre. Parce que c'est pas parce qu'elle est mauvaise que ça ne marche pas forcément. Ça peut être juste parce que la bactérie est résistante et mince. Donc c'est bien aussi de revenir un peu au même endroit, essayé d'avoir un suivi. Les infections urinaires, les bactéries peuvent-elles s'attraper sur les toilettes publiques? Non, vraiment, les infections urinaires, ça vient avec les microbes qu'on a dans le tube digestif. Donc les femmes, on a un urètre plus court, donc on s'infecte plus que les hommes, sauf les hommes passés à un certain âge, ils ont la prostate qui est grosse, qui fait qu'ils font plus d'infections. Donc il y a plusieurs âges dans la vie où on attrape des infections quand on est une femme, la jeune femme qui a ses premiers rapports sexuels, et puis après la ménopause où il y a une carence en oestrogène. Il y a des facteurs favorisants comme ça. Oui, sur la sexualité, ça ne peut pas s'attraper, ça ne peut pas... Non, mais ça peut les déclencher au début. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien uriner après les rapports pour des filles qui ont tendance à faire des infections urinaires. Oui, puisque c'est vrai que moi, ça a commencé quand j'ai commencé un petit peu ma sexualité, quoi. Bien que c'était protégé et tout, mais après j'ai fait plusieurs infections urinaires jusqu'à arriver à la pyélonéphrite, quoi. Oui, ça peut être des facteurs favorisants, c'est multiple, mais c'est pas du tout transmissible, c'est mécanique un petit peu. C'est pas transmissible. Non, c'est pas transmissible dans un couple. Non. Non, parce que pour les jeunes, c'est vrai. Alors pour les jeunes, il y a les infections sexuellement transmissibles qui posent aussi des problèmes de résistance des bactéries aux antibiotiques, comme le gonocoque, etc., qui se traitent plus qu'en perfusion maintenant. Mais c'est un autre sujet. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui ne connaît pas l'antibiorésistance? Eh bien, que c'est un sujet très important, que vraiment les antibiotiques sont un bien précieux pour l'humanité, qu'il faut les préserver pour qu'ils continuent à être efficaces et que tout le monde est concerné. Ça peut arriver à tout le monde, soi-même, son enfant, sa mère, du jour au lendemain, comme vos histoires à vous. Et qu'on a tous un rôle à jouer, chacun à son niveau. Donc on a un rôle dans la prévention des infections, c'est-à-dire se vacciner, bien se laver les mains avant de cuisiner, après aller aux toilettes, mettre des masques quand on a des symptômes pour ne pas les passer aux autres. Et puis dans le bon usage des antibiotiques, c'est-à-dire utiliser la bonne dose, la bonne durée, la bonne molécule, et puis bien réévaluer. Et surtout les utiliser que quand on a une infection bactérienne. Parce que les antibiotiques ne marchent pas sur les virus, ce ne sont pas des magiques, les antibiotiques ne sont pas magiques. S'il y en a besoin, c'est absolument important de le prendre comme il faut, mais s'il n'y en a pas besoin, il ne faut pas le prendre. Parce qu'en fait, là, que ce soit Maëlle, Huguette ou Laurent, c'est 3 personnes qui, par ailleurs, n'avaient pas de soucis de santé. C'est ça. Donc c'est vraiment, ça leur est tombé dessus comme ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Exactement. Exactement. Et c'est de plus en plus présent dans le monde, la résistance des bactéries aux antibiotiques, puisque maintenant, une infection sur 6 dans le monde est causée par une bactérie résistante aux antibiotiques. 1 sur 3 en Asie, 1 sur 10 en Europe. Donc en fait, c'est quelque chose qui est général. C'est pas juste dans les hôpitaux, dans le soin qu'on peut avoir des bactéries. C'est présent partout. C'est déjà là, c'est déjà palpable, vous voyez, il y a déjà des conséquences sur les gens. Même si, effectivement, il y en a plus dans les hôpitaux, il y en a plus chez les gens qui ont eu plusieurs pathologies, qui ont des problèmes de santé lourds, mais néanmoins, ça peut arriver à n'importe qui et tout le monde est concerné. Et est-ce que l'antibiorésistance, c'est que chez les humains? Est-ce que ça concerne que nous, en fait? Alors les humains, ils vivent en harmonie avec en harmonie plus ou moins d'ailleurs, avec les animaux et l'environnement. Donc effectivement, les microbes circulent. Il y a des microbes résistants chez les animaux de compagnie ou les animaux d'élevage. Et beaucoup d'antibiotiques, 70% des antibiotiques sur la planète sont utilisés pour les animaux. Alors avec des contrôles de plus en plus et une baisse ces dernières années. En France, il y a une baisse de 50% les 10 dernières années des antibiotiques utilisés. Il peut y avoir un passage effectivement des bactéries résistantes de l'homme aux animaux et plus dans l'autre sens des animaux à l'homme, notamment par l'alimentation, pour tout ce qui est poulet, etc. qu'on peut manger.
Mais il y a des réglementations en France sur l'usage des antibiotiques. Alors en Europe, depuis 2009, les antibiotiques sont interdits comme facteur de croissance dans l'élevage, ce qui est une bonne chose. Hein, ils s'étaient rendu compte que donner des antibiotiques aux animaux, ça les faisait grossir plus vite. Mais comme il y a eu beaucoup de conséquences sur l'antibiorésistance, ça a été interdit. Néanmoins, il faut savoir que c'est autorisé en Amérique du Nord, États-Unis, Amérique du Sud. Donc quand on achète de la viande pour le manger, il faut faire attention de la provenance. Oui, parce que ça peut se contaminer sur la viande. On peut manger un poulet qui a été élevé au quinolone et manger une bactérie, un salmonelle au quinolone qui était dans son tube digestif au poulet et puis se contaminer son microbiote avec. Vous saviez ça, Leïla? Oh, pas du tout. Moi, ça me fait peur, je vais arrêter la viande. Mais apparemment, En Europe, il n'y a pas. Ouais, ok. Mais si vous allez aux États-Unis, Non, mais de toute façon, je pense pas que je mangerai de la viande si je vais aux États-Unis maintenant que je sais ça. Et après, on peut choper par la viande. Est-ce que majoritairement, enfin les bactéries qu'on attrape majoritairement, est-ce que c'est par la nourriture ou pas? Alors, majoritairement, je ne sais pas répondre à cette question, mais oui, en tout cas, tous les germes qu'on a dans le tube digestif, l'alimentation, ça joue, bien sûr. Ok. Ça se colonise et on sait que quand on voyage dans des pays à plus faible revenu, où il y a encore plus de résistance qui circule, on revient coloniser avec des germes résistants. mais par exemple, ça peut être où les germes résistants? Ils peuvent être aussi dans l'eau, parce que nous, on a quand même des systèmes de traitement d'eau en France. Oui, tout à fait. L'eau qu'on a en France, il n'y a pas de bactéries, enfin, c'est contrôlé, hein, donc ça va. Après, dans les pays à plus faible revenu, c'est sûr que les traitements des stations d'épuration sont moins bons et que dans l'environnement, il y a beaucoup de résidus d'antibiotiques aussi, là où ils sont fabriqués. Ils sont fabriqués beaucoup en Inde. Et donc, on peut se contaminer dans l'environnement. Par exemple, à Hyperabad, c'est en Inde où il y a beaucoup d'usines de fabrication d'antibiotiques. Les mères, quand elles accouchent, leurs nouveau-nés sont déjà colonisés avec des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques. Parce que pendant la grossesse, elles se sont contaminées. Donc il y a un lien entre l'environnement, la santé humaine, la santé environnementale. Mais après, en santé humaine, la chose qu'on peut faire qui marche le plus, c'est de diminuer la pression de sélection, donc diminuer le taux de consommation d'antibiotiques pour laisser repartir les souches plus sensibles. Parce que la bactérie, elle peut voyager avec nous. Ah bah oui, on la promène. Par exemple, si moi je vais en Inde et que je bois de l'eau, que je me fais coloniser, je vais la ramener. Oui, tout à fait. Si on fait un examen à l'aéroport à Charles de Gaulle, il y a eu des études comme ça. On voit que les voyageurs sont colonisés. C'est un peu comme le Covid, du coup, non? Et après, ce qu'il y a, c'est qu'au bout de 6 mois, souvent, ils éliminent les germes résistants parce que les bactéries, ça leur coûte la résistance. Alors que si c'est des germes sensibles, les germes sensibles reprennent la place. Si on ne donne pas d'antibiotiques, les germes sensibles vont reprendre leur place. C'est réversible. Et le COVID, c'est un peu comme le Covid, du coup. Dans le côté qu'il n'y a pas de frontières. Voilà, en fait. que c'est venu d'ailleurs. Il n'y a plus de frontières pour les microbes depuis longtemps, c'est vrai. Hélène, vous saviez ça Pas du tout. Sur le côté environnemental, que la résistance, elle pouvait Pas aussi du se trouver tout. dans l'environnement. Je pensais pas qu'on pouvait se déplacer avec des germes, je pensais pas. Alors là, je me dis au secours. On a 2 kilos de bactéries dans le tube digestif. Ah ouais, donc on Mais fait la plupart, Mais la plupart c'est sont bienveillantes, on cohabite. Dans ces 2 kilos de bactéries, il y a des bonnes quand même. Bien sûr, la plupart. Bien sûr, il y a des bonnes. La plupart sont plutôt bonnes. Et, voilà. Et c'est quand on prend des antibiotiques qu'on déséquilibre tout ça. Un déséquilibre. Ouais. C'est ça. Ouais. Et si on a une alimentation saine, une activité physique, tout ça, c'est bien pour son microbiote. On en a besoin du microbiote. Ouais. Oui, on a une microbiote. Et vous, Laurent, vous saviez que l'environnement pouvait être touché par les bactéries résistantes? Oui, j'en avais entendu parler à la télévision en fait. D'accord. Puis même moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait une bonne partie des pays un peu exotiques, le Brésil et tout ça, et faire attention. On ne peut pas boire l'eau comme ça, comme en France, ou même pas très loin d'ici, en Grèce. Il y a certains endroits en Grèce on ne peut pas consommer l'eau, prendre de l'eau en bouteille. Oui, c'est ça. En Espagne aussi. Ouais, en Espagne aussi. Mais alors du coup, ça veut dire qu'il y a une certaine partie de la population mondiale, en fait, du coup, tous ceux qui n'ont pas forcément accès aux antibiotiques et qui
ne voyagent pas beaucoup C'est injuste. et qui ont toujours eu des germes, on va dire, dans le tube digestif super agressif. Du coup, ceux-là, ils sont Disons qu'ils peut-être plus protégés, non, enfin, ils sont plus sensibles aux antibiotiques, donc eux, on peut les soigner assez rapidement parce qu'ils n'ont pas développé de résistance à l'antibiotique finalement. Alors malheureusement, ça serait bien, mais ça ne marche pas trop comme ça parce que l'antibiorésistance est un marqueur des inégalités socio-économiques assez importantes. Parce que dans les endroits à plus faible revenu, c'est valable dans les zones les plus pauvres de France comme dans les zones les plus pauvres du monde, il y a plus de résistance en fait. Il y a plus de résistance parce que c'est aussi augmenté par la densité de population, plus les gens sont les uns sur les autres, par le manque d'accès aux toilettes, parce que là du coup aussi s'ils vont déféquer dans l'environnement, les bactéries se retrouvent dans l'environnement. Et puis les antibiotiques sont des fois moins contrôlés dans les pays à faible revenu. Donc les antibiotiques large spectre, comme on disait nous, il faut aller les chercher à l'hôpital, on ne les donne pas à tout le monde, ils ne sont pas en accès libre. Dans certains pays, ils sont en accès libre et donc du coup tout de suite on les utilise trop et il y a plus de résistance. Donc la majorité quand même de la mortalité par antibiorésistance, elle reste en Afrique et en Asie. Ah oui. Et les projections pour 2050 sont beaucoup en Afrique et en Asie quand même sur la mortalité. Et justement, que met en place l'OMS pour avancer Alors, là-dessus? l'OMS est dans ses 10 priorités, il met des programmes. Et donc, chaque pays, après, les guide comme il le faut. Mais effectivement, il essaye de mettre en place des laboratoires aussi pour détecter l'antibiogrammes, des endroits de pilote, parce qu'il faut des laboratoires aussi pour mettre en évidence la résistance, des politiques de contrôle, des politiques de formation des personnels, et puis l'accès à l'eau, enfin, le traitement des eaux usées, tout ça c'est important. Mais en fait, si l'OMS, donc ça fait partie de ces mesures phares, si j'ai bien compris, si l'OMS est au courant, moi la question que je me pose, c'est comment ça se fait que nous, on n'en entend pas plus parler et on a l'impression qu'il n'y a pas forcément grand-chose qui est fait. Eh bien, on est là pour en parler aujourd'hui, justement, parce qu'il faut qu'on en parle, que les gens soient au courant, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. Je pense que c'est un peu le déni, tout ce qui est un peu loin, on ne le voit pas. Mais bon, c'est sûr qu'en politique de santé, il y a beaucoup de choses à discuter. Mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'on en parle plus, parce que c'est important. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement? Parce que là, on a quand même brossé un tableau un peu sombre. Non, je pense qu'on a dit que c'était réversible quand même. Si on mettait moins de pression sur les bactéries, elles redevenaient à l'état sauvage plus sensibles, parce que ça les coûte moins pour se développer. Donc, quand vous dites moins de pression, c'est si on donne moins d'antibiotiques pour Exactement. rien et si on les choisit mieux en fait. Exactement, exactement ça, parce que ça on le fait pas. Enfin, même dans notre pays, une fois sur deux, c'est inapproprié la prescription. Donc déjà, si nous on donne des antibiotiques que pour les infections bactériennes prouvées, pas pour les virus, pas pour juste les colonisations, les portages, ça sera très bien. Et pour ça, c'est pas facile, il faut s'aider de tests diagnostiques qu'on peut faire, on essaye de développer, on peut faire en pharmacie maintenant pas mal de choses. L'infection urinaire, on peut faire une bandette urinaire en pharmacie qui prouve ou non qu'on a une infection urinaire basse et on nous donnera les antibiotiques. Pour les angines, la plupart sont virales et n'ont pas besoin d'antibiotiques, donc on peut faire un test pour se rassurer, un TROD on appelle ça, test rapide d'orientation diagnostique. Et puis la vaccination, important, l'hygiène des mains, important. Rien que chaque individu fait ça, c'est très bien. Ça évitera beaucoup de prescriptions inutiles. Le protocole dont ce matin j'ai fait l'analyse. Alors il y a aussi des patients qui participent à des protocoles de recherche et ça c'est très bien. Tout à fait. Il y a aussi des espoirs sur des thérapeutiques différentes. On a parlé des phages ce matin ou des vaccins anti-colis mais qui sont encore à l'état de recherche. Mais il y a aussi, c'est important que les États mettent des moyens pour que la recherche avance dans cette thématique. Oui, parce que il est il n'est pas encore ce protocole dont les analyses que j'ai fait ce matin, c'est pas encore bien performant ou... Le protocole, une fois que c'est lancé, il faut à peu près 1 an pour le faire, ça dépend lesquels, et après attendre l'analyse, on n'a pas les résultats avant la fin. C'est un double domaine. Mais c'est important qu'on s'intéresse à ce sujet et qu'on fasse de la recherche aussi sur ces sujets. Et là, ça peut être quoi? Donc, j'ai entendu, vous aviez dit le fait de prendre soin de soi pour avoir un microbiote en bonne santé. Et il y a quoi comme autre geste hyper important pour éviter de tomber malade? Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est éviter de prendre des médicaments. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber malade?
C'est quoi les infections déjà les plus courantes? Alors, la vaccination, j'ai envie de dire, le premier truc qui est vraiment prouvé qui marche, c'est vacciner. Même se vacciner contre la grippe, contre le Covid, quand on est dans les indications. Se vacciner contre le méningocoque, se vacciner donc les jeunes, maintenant c'est dans les mœurs. Le papillomavirus, enfin, il y a plein de vaccins, on a la chance d'avoir accès à des vaccins en France, donc on peut faire ça. Et puis des gestes vraiment simples, l'hygiène des mains, le masque quand on est malade, quand on va en pharmacie pour acheter ses médicaments parce qu'on est malade, on met un masque pour pas contaminer toute la pharmacie, parce que des fois on fait ça quand même. Et puis écouter, faire confiance aux professionnels de santé en fait aussi. Que ce soit médecins, pharmaciens, qui peuvent aussi donner des bons conseils. Et moi j'ai une question par rapport au lavage des mains, parce que voilà, idéalement il faudrait se laver les mains avant de manger, après être allé aux toilettes, quand on sort du métro. Mais des fois c'est compliqué pour les enfants, parce que par exemple dans les écoles il n'y a pas forcément de savon dans les toilettes. Alors ils ont été capables d'en mettre en 2020, donc comme quoi c'est possible. Oui, je pense quand même qu'on peut le demander, que ça peut s'installer, quoi. Du gel antibactérien sinon, non? Ou ils n'ont pas le droit d'aller à l'école avec? Ouais, pour les enfants c'est peut-être pas l'idéal. Ouais, parce qu'ils mettent les mains dans la bouche et tout. Ah oui, mais c'est vrai, je suis pas d'enfant. Mais en fait, Violaine, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose et je trouve que c'est intéressant parce que il faut faire attention à ne pas considérer que justement on va entraîner notre système immunitaire et que quand vous disiez oui, si on est dans un pays où il y a beaucoup de bactéries, du coup on va être peut-être plus fort. Qu'en fait, quand on a une bactérie résistante, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit fort ou pas, elle est juste résistante en fait. Oui, tout à fait. Après, c'est sûr que quand on est fragilisé parce qu'on a eu une chimiothérapie, etc., on est plus fragile pour les infections, on peut faire des infections plus graves, mais ça c'est valable que la bactérie soit sensible ou pas. Oui. Après, quand la bactérie est résistante, l'antibiotique ne marche pas, c'est quand même un problème. Et là, l'état général ne change rien. Enfin, on a bien vu que vous étiez en très bon état général avant que ça vous arrive, quoi. Et Laurent, est-ce que vous avez des questions à Marianne après tout ça? Disons que là pour l'instant non, j'ai pas de questions. Mais c'est vrai que ça apporte beaucoup ce débat-là. Et j'avais des questions aussi, mais qui ont été résolues là. Enfin, j'ai eu des réponses. Et des réponses. Voilà, j'ai même pas besoin de les poser. Et vous, Maëlle? J'ai pas d'autres questions. Moi, j'ai l'impression que vous êtes devenue à moitié une experte en oui, fait. Je trouve aussi que vous êtes une ambassadrice. Tout ça. Tout à fait. Oui. Parce que est-ce que vous aviez conscience en fait qu'on peut agir au niveau individuel, mais qu'il y a quand même quelque chose de très collectif et que ça ne touche pas. Est-ce que c'était quelque chose que vous saviez en fait? Je l'ai su, mais je l'ai vraiment entendu. Peut-être au moment où où on a vraiment parlé, que moi-même j'étais touchée en fait par l'antibiorésistance. Forcément, je me suis dit, je ne prends jamais d'antibiotiques et pour autant ça me touche, donc c'est forcément, c'est collectif quoi. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que s'il y a eu cette campagne pourtant de publicité qu'on a eue pendant des années, mais ça date maintenant sur l'antibiotique, c'est pas automatique là. En fait, il faudrait le refaire pour les nouvelles populations. Par rapport à cette pub, en tant que personne qui ne travaille pas dans le médical, c'est vrai que quand on voit cette pub, on se dit en fait les antibiotiques ça sert à rien, mais en fait pas du tout. Du coup, donc c'est vrai que personnellement, moi j'ai pas du tout compris cette pub parce que j'avais l'impression que c'était vraiment pas automatique les antibiotiques et du coup à quoi ça nous sert finalement d'en prendre, entre autres. Oui, il n'y avait pas forcément. Les antibiotiques, c'est pas automatique, tout le monde connaît la phrase, mais là, vous saviez pas exactement pourquoi, le contexte. En fait. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est surtout parce que les gens prenaient des antibiotiques à tout va. En fait, oui, mais on ne le comprenait pas dans la pub, c'est ça que je veux dire. Quand on voyait la pub comme ça, on ne le comprenait pas, ça. Le côté sous-jacent que l'antibiotique ne s'attaque qu'à la bactérie, que des fois, il vaut mieux attendre un petit peu de faire un antibiogramme avant d'avoir une prescription, ce genre de choses. Ou de soigner peut-être le côté viral d'abord et ensuite de voir si ça ne marche pas, que ce n'est pas viral, de passer aux antibiotiques peut-être.
J'ai peut-être une question. C'est que finalement, dans l'antibiorésistance, on voit que ça grandit. On a des antibiotiques de première intention, de seconde intention. Et là, par exemple, dans mon parcours, j'ai dû en tester 4. Parce qu'en fait, à chaque fois, effectivement, on ne voulait pas attendre pour donner un traitement, parce que j'imagine que ça pouvait devenir plus grave après. Donc, on a testé des antibiotiques. Donc, quelque part, en ayant eu 4 antibiotiques, j'en ai donné plein à toutes les autres bactéries que j'ai dans mon corps, finalement. Ouais. Donc, en fait, durant ce traitement, moi-même, j'ai contribué à l'antibiorésistance. Est-ce qu'il y a des calculs savants qui sont faits pour se dire, en fait, là, il vaut mieux attendre d'avoir fini l'antibiogramme pour savoir. J'avais l'impression que c'était un jeu de probabilité, c'est-à-dire qu'il y avait 90% de chances que, justement, l'hémophilus réponde à cet antibiotique, et finalement, non. Et comment on fait pour éviter ça ? Ben ça, c'est un peu un travail de tous les jours du docteur, c'est bénéfice-risque, quoi. Voilà. Bénéfice, là, une pneumopathie bilatérale, il y a un risque de décès, de manque d'oxygène, de décès, donc là, faut traiter. Ouais. Après, le problème, c'était comment documenter, comment faire le prélèvement pour savoir ce que c'est. On sait que les pneumopathies, c'est soit des germes classiques comme le pneumocoque, l'hémophilus, soit des germes qu'on appelle atypiques, et ce n'est pas les mêmes antibiotiques qui marchent. Donc on a donné à chaque fois un antibiotique qui marche sur le pneumocoque et un sur les atypiques, qui n'ont pas suffi puisque l'amoxicilline et la ceftriaxone ne marchaient pas. Mais c'était réfléchi, C'était réfléchi. C'était juste la difficulté de faire le prélèvement qui a fait que ça a été retardé. Mais après, il est vrai que d'avoir pris toutes ces antibiotiques, toute la flore digestive s'est transformée. Et que si vous aviez fait une infection urinaire dans les 4 mois qui suivent, ça aurait pu être avec un germe encore plus résistant. Bon, ça n'a pas été le cas, tant mieux. Et puis comme on a vu, au bout de 6 mois, la flore, elle se refait, et souvent à peu près 6 mois, et ça doit être des germes sensibles qui ont repris la place. Mais effectivement, quand on est traité soi-même, et c'est un argument qui nous aide aussi pour choisir le traitement de première intention. Si on nous dit que vous avez pris, par exemple, des quinolones dans les 6 derniers mois, on n'en donnera pas. Donc il faut préciser aussi quand vous consultez si vous en avez eu dans les 6 mois ou 1 an avant, pour que les médecins pensent à peut-être adapter leur antibiothérapie. Et justement, est-ce que, après avoir eu des traitements antibiotiques, c'est intéressant de prendre ces médicaments en pharmacie, en tout cas, qui permettent de restaurer la flore. Est-ce que probiotiques, vous voulez dire ? Est-ce que ça permet d'accélérer tout ce processus ? Alors, nous, en tant que médecin infectiologue, on n'a pas vu d'études qui le prouvaient, donc moi, je ne suis pas convaincue par ça. Donc, je ne le recommande pas. Après, il y a d'autres personnes qui peuvent penser que ça marche, notamment les pharmaciens, et pourquoi pas. Après, je pense qu'une alimentation variée, manger des yaourts, ça me paraît suffisant. Mais d'autres professionnels vous diront peut-être l'inverse. En tout cas, il n'y a pas d'études scientifiquement très solides qui permettent de montrer que ça sert à quelque chose. Oui, c'est ça qui est intéressant. Parce que les pharmacies le préconisent, moi j'en ai pris, puis ça ne m'a pas changé. Rien changé. Rien du tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un autre problème aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins, quoi. Parce que quand on est malade, on veut prendre rendez-vous, on a rendez-vous dans 15 jours. Donc on ne peut pas attendre, qu'est-ce qu'on fait ? On saute à la pharmacie, ou alors on commence par la pharmacie qu'on a à la maison, on cherche le dernier truc qui a marché. Alors ça, malheureusement, on est conscient de ça. C'est pour ça aussi que c'est des histoires politiques, c'est les inégalités socio-économiques. Dans les zones plus déserts médicaux, c'est plus compliqué que dans d'autres. C'est vrai que c'est malheureux et qu'on espère que ça va changer, ça va remonter dans le bon sens, le médecin généraliste en France notamment. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a d'autres choses qui sont développées, comme le pharmacien d'officine qui maintenant a des nouvelles missions. Il a le droit de prescrire sur bandelette urinaire positive, il a le droit de faire les tests de dépistage pour réévaluer les gens, parce que ce qui manque aussi des fois en France, c'est comme les médecins libéraux ont des emplois du temps très chargés, ils ont du mal à donner un rendez-vous à 48 heures, savoir finalement ça va pas. Bon, ça peut être là où ça peut être utile les téléconsultations. C'est toujours mieux de voir les gens en vrai. Mais quand c'est une réévaluation avec les résultats de l'antibiogramme, peut-être on peut organiser des téléconsultations, trouver des moyens pour essayer de voir. Mais effectivement, c'est quelque chose qui participe, et c'est aussi pour ça que les pouvoirs politiques ont beaucoup de choses, d'actions possibles pour améliorer ça. Ouais, moi, j'ai dû garder mon médecin traitant de Bordeaux alors que j'habite à Paris maintenant. Parce que je ne trouvais pas de médecin là où j'habite. Enfin, qui avait de la place, du coup. Oui, est-ce que vous avez déjà entendu parler de One Health ? Une seule santé. Une seule santé. Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout ? Non. Et vous, pas du tout ? Non, après, ça image un peu cette histoire d'antibiorésistance où on est tous en train de... On contribue tous
à la même chose, quoi, aux mêmes bactéries qui peuvent tous nous coloniser. Donc moi j'y vois un lien, mais je ne connais pas du tout. Autre chose à dire. Le concept One Health ou une seule santé, c'est une approche, quand on discute d'un problème comme l'antibiorésistance, mais d'autres aussi, qui découle du fait que toutes les santé sont intriquées, quoi. La santé de l'environnement dans lequel les animaux ont leur place, et au sein de ces animaux, les humains ont leur place. Donc c'est parce que tout est lié. Il y a des liens entre l'environnement, le monde animal et le monde humain. Et donc c'est vrai, quand on veut se pencher sur des problématiques de santé publique comme l'antibiorésistance, il faut se pencher à ces 3 niveaux et travailler sur les interactions qu'il y a. Oui, parce qu'il y a donc l'environnement, c'est l'agriculture, c'est l'eau, les animaux. Est-ce que c'est les animaux de compagnie ou c'est plus les animaux d'élevage? Et après, le 3e volet, c'est les humains. Disons que notre santé dépend de la santé de la planète sur laquelle on est, ainsi que des animaux. Donc il y a des liens avec l'antibiorésistance, par exemple, il y a un lien avec la pollution. On sait que plus il y a de particules fines dans l'air, plus il y a de résistance, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays plus pauvres. Parce que les gènes de résistance s'accrochent aux particules fines et sont disséminés dans l'environnement. Donc il y a un lien prouvé entre antibiorésistance et pollution. Il y a un lien prouvé entre antibiorésistance et catastrophes naturelles. Il y a un lien prouvé entre antibiorésistance et réchauffement climatique. Avec l'augmentation des températures, les bactéries elles restent quiescentes plus longtemps, elles peuvent s'échanger des bactéries. Donc il y a un lien entre beaucoup de choses. Il y a un lien avec la pauvreté, il y a un lien avec les inégalités de santé, il y a un lien avec ce que la politique de santé publique met. Par exemple en Grèce, là où il y a le plus fort taux d'antibiorésistance, c'est en Europe, c'est en Grèce. Je crois que je l'ai déjà dit, avec vraiment des taux très très élevés. Il y avait eu une absence de santé publique pendant des années. Donc on voit tout de suite aussi les choses. Nous, pour l'instant, en France, on a un système qui tient encore la route, comme vous m'avez rappelé, je vous remercie. Mais il ne faut pas lâcher. Il y a des enjeux politiques aussi. Oui, tout à fait. Et pour revenir rapidement sur tout ce qui peut être déserts médicaux, c'est sûr que des fois, c'est pas facile de consulter un médecin, c'est encore moins facile de consulter un spécialiste. Et je crois que vous aviez dit qu'il y avait les pharmaciens qui pouvaient faire des tests qu'ils ne pouvaient pas forcément faire avant. C'est quoi? C'est si on a mal à la gorge, si on tousse, c'est les infections urinaires? C'est surtout pour les angines. Donc ils avaient le droit déjà de faire ces tests rapides d'orientation diagnostique. C'est avec un bâtonnet, on frotte et puis on regarde avec deux petites gouttes. Et par rapport à un témoin, soit il y a une bande, soit il y a 2 bandes, comme les tests de grossesse un peu. Ils avaient le droit de faire sur délégation sur ordonnance des médecins qui disaient à donner un antibiotique si le test est positif. Et maintenant, ils ont le droit de le faire spontanément. La plupart du temps, ils sont négatifs parce que la plupart du temps, les angines, c'est viral. Et quand c'est positif, et que c'est vraiment une bactérie, le streptocoque A, ils ont le droit maintenant de prescrire eux-mêmes les antibiotiques. Donc aller chez le pharmacien, si on n'a pas le médecin de ça peut être c'est aussi une solution. Et le pharmacien, il a un algorithme à suivre, il fera le test que s'il y a une vraie angine. Parce qu'on peut avoir juste un peu mal à la gorge, mais il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le score de Mackillak 2. Donc il va faire un examen très simple, mais s'il y a une vraie angine, il peut faire le test et traiter ou pas. Ça peut être aussi un moyen de se rassurer, parce que le test est souvent négatif. Mais pour les infections urinaires, le pharmacien ne donne pas la nature de la bactérie. Alors, c'est pour les infections urinaires des femmes jeunes, entre guillemets jeunes, mais je pense que c'est de 15 à 65 ans, il n'est pas recommandé de faire des examens cytobactériologiques des urines pour rechercher des bactéries. Il est juste recommandé de faire une bandelette pour savoir si c'est positif ou négatif. Donc ça, le pharmacien a le droit de le faire. Mais on ne fait plus de CBU systématique. Pourquoi? Alors je pense que c'est parce que la plupart du temps c'est sensible et qu'il y a moins de 5% des bactéries qui sont résistantes à ce qu'on donne. C'est une histoire aussi de coût, parce que ça coûte cher de faire des examens. Il faut l'envoyer au laboratoire, ça pousse, le lire, ça coûte très très cher tous ces examens. Et ça en vient à un deuxième point aussi pour lequel nous on travaille, c'est ne pas faire d'examen inutile. Parce qu'il faut faire un examen des urines que si on a vraiment des signes d'infection urinaire. Ok, donc si on va chez le pharmacien, qu'on fait la bandelette et que c'est positif, on fait le CBU. Cystite. Non, parce que comme les femmes jeunes de 15 à 65 ans qui sont concernées par le protocole chez les pharmaciens, elles n'ont pas besoin d'en faire de toute façon. On fait un CBU que si ça rechute ou s'il y a de la fièvre, qu'il y a une infection urinaire haute. Et du coup, si par exemple on fait ça et que l'antibiotique ne marche pas comme ça a été mon cas à l'époque, là c'est au CBU après. Ok. Mais c'est en deuxième intention, ça c'est valable pour tout le monde. Ok. Et nous parlions des pharmaciens, les pharmaciens ils peuvent aussi vacciner maintenant. Oui.
ils ont le droit de mettre à jour le calendrier vaccinal, donc c'est vraiment très bien. On peut vacciner contre la grippe cette saison-là. Je suis pas à jour du tout avec ça. Et les infirmiers aussi peuvent vacciner. C'est étendu, les sages-femmes. Donc voilà, c'est vrai qu'on a un peu moins de médecins qu'à une époque, mais on a d'autres corps de métier qui s'impliquent aussi. Il ne faut pas hésiter à s'adresser au cabinet infirmier, à la sage-femme, au pharmacien pour essayer de trouver des solutions si jamais on n'arrive pas à avoir accès à un médecin immédiatement. Oui. Donc on a parlé de beaucoup de choses, Marianne, et il y a un mot que vous avez dit qui est très intéressant, j'aimerais qu'on revienne dessus, c'est le mot réversible. Parce qu'on a un peu brossé un tableau assez sombre de la situation, mais je vous ai entendu dire que c'était réversible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment faire et est-ce qu'on peut s'en sortir individuellement et collectivement de ce risque ? Alors oui, je pense qu'on peut s'en sortir si on met les moyens. Il y a plein d'espoir dans toute cette histoire. Pour ce qui est de la santé humaine, il y a des études qui ont déjà quelques années qui montrent bien que dans certaines régions, en Andalousie, quand ils ont mis des programmes, ce qu'on appelle d'antibiotic stewardship en anglais, mais ça veut dire juste de contrôle des antibiotiques en envoyant des équipes d'infirmiers, de gériatres dans les établissements pour personnes âgées, redonner les recommandations, faire un retour des prescriptions, donner des outils d'aide à la décision. Pendant plusieurs années, on a vu une baisse des consommations d'antibiotiques qui sont ceux les plus générateurs de résistance. Et puis quelques années après, on a vu une baisse de la résistance des bactéries dans la population, donc dans les EHPAD. Et puis il y a eu la même étude dans la même région avec des pédiatres et des médecins généralistes. Et pareil, on voit une baisse des consommations d'antibiotiques générateurs de résistance, qui sont l'augmentin, amexil, l'acide clavulanique et les quinolones, ciprofloxacine pour la bile. Et après dans la population, on voit qu'il y a une baisse des colis qui sont résistants par le mécanisme de BLSE. Donc c'est réversible. La résistance, elle coûte à la bactérie, donc si on enlève la pression antibiotique, les souches sensibles reprennent leur place. Si on arrête de consommer trop d'antibiotiques, ça peut vraiment diminuer cette antibiorésistance. Parce que là, on est en 2025. Moi, j'ai souvent entendu dire qu'il y avait un peu une limite à 2050, où la situation risquait d'être vraiment problématique, mais en fait, on a le temps de renverser la tendance. Oui, les projections qui ont inquiété l'OMS et puis tout le monde étaient faites par un économiste à la base en 2016, avec un rapport, le rapport Honeg, avait projeté à 10 millions de morts le fardeau de l'antibiorésistance en 2050. 10 millions de morts, c'était la première cause de mortalité avant même le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et donc cet économiste avait fait ces projections inquiétantes parce qu'aussi il y avait un coût humain, mais il y avait un coût aussi économique en fait à cette antibiorésistance, avec des gens qui ne peuvent plus travailler, avec des pertes de bétail, il y a des gens qui arrêtent de travailler, qui n'ont plus d'emploi, etc. Les dernières projections qui ont été publiées en 2024, à partir des données de 2021, ont montré que ça baissait à 8 millions de morts. Donc ça baisse, mais il faut encore continuer. Et après, ça dépendra de l'énergie qu'on met sur ce sujet. Mais on peut tout à fait réverser les tendances, je pense. Il faut que chacun y mette un peu de sien. Et ces bactéries, est-ce qu'elles peuvent se loger ailleurs, par exemple, que dans la vessie ? Dans le tube digestif, c'est principalement là qu'elles sont, les bactéries résistantes. Et ça donnerait des symptômes de mal de ventre ? Ça peut ne donner aucun symptôme, on peut être juste porteur. Porteur. Par contre, le jour où on s'infecte, on s'infecte avec un germe résistant. Ça peut donner des maux de ventre ou non, pas spécialement. Pas spécialement. Enfin, il y a des bactéries résistantes qui donnent des maux de ventre comme les salmonelles, les shigelles, qui donnent des grosses diarrhées. Enfin, mais porter une bactérie résistante, c'est comme porter une bactérie sensible. Ça change, on s'en rend pas forcément compte. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui consomment des antibiotiques ou alors ça... Moi, j'ai toujours pensé que depuis la campagne, ça avait quand même drôlement baissé. Alors ça a baissé, ça fait 20 ans qu'il y a des plans et que ça baisse doucement. Mais la France, elle reste un des plus gros pays consommateurs. On est le deuxième pays plus gros consommateur en Europe après la Grèce. Donc on est encore trop au-dessus de la moyenne européenne. Mais il y a une tendance à la baisse, avec le Covid qui a un peu tout perturbé, avec peut-être 2024 une augmentation peut-être due à des épidémies qui ont circulé de coqueluche mycoplasme qui ne sont pas encore analysées. On peut dire quand même qu'il y a une tendance à la baisse, mais pas suffisante. Les généralistes prescrivaient beaucoup d'antibiotiques aux enfants
Moi, je me rappelle mes enfants, c'était, je sais plus comment, ça leur donnait même les dents jaunes. Mm. Oui, et ils y allaient à la prescription, ils ne regardaient pas si c'était viral ou si c'était... Alors, je pense qu'ils sont sensibilisés, hein, nos collègues Maintenant, généralistes, mais maintenant, oui, mais à les l'époque, enfants, ça reste les gros consommateurs, les 0-4 ans. C'est les D'accord. plus gros consommateurs et les plus de 80 ans. Oui. C'est deux populations très exposées aux antibiotiques. Alors du coup, si par exemple un jour j'ai des enfants, est-ce qu'il vaut mieux ne pas éviter les antibiotiques ou est-ce qu'il faut absolument le faire? Je pense qu'il faut que vous fassiez confiance aux professionnels de santé. Il y a des fois où il faut le prendre parce que si c'est une vraie infection bactérienne, il faut. Mais la plupart des épisodes infectieux chez l'enfant, c'est des virus, la plupart. Ok. Et, Bien vérifier quoi. les bronchiolites, c'est le VRS. Les enfants, ils font des grippes sévères, tous les rhinopharyngites. Ils rencontrent tous les virus qui existent. Donc voilà, l'enfant en crèche, il se chope tout. Hein. Mais c'est surtout des virus. Oui, et puis quand on a un virus, en fait, on se soigne comment? C'est Symptomatique. on se repose, Ouais. on prend un peu de Doliprane, on s'hydrate et puis ça peut s'arrêter là en fait. La plupart du temps, ça s'arrête là. Après, on peut avoir de l'asthme, avoir besoin de passer quand même aux urgences pour avoir des aérosols, des choses comme ça, mais il n'y a pas tellement d'agents anti-infectieux sur les virus. Dans les cas extrêmes, mais on va pas, comme Ebola ou je ne sais quoi, mais dans les virus de l'hiver, il n'y a pas de traitement. Un peu le Tamiflu pour la grippe qui peut être donné pour les personnes à risque, mais Oui, mais pour les Pour les enfants, enfants, il y a rien. s'il n'y a pas de bactéries, attendre que ça passe. Souvent, il faut qu'ils soient- surveiller 48 heures, et après, il faut se faire confiance aussi. Si on a moindre doute, il faut consulter, mais la plupart du temps, pas besoin de traitement. Et vous, Laurent, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'échange qu'on vient d'avoir qui vous a marqué? Est-ce que vous avez appris quelque chose Oui, par rapport à psychologiquement, comme quoi ça peut faire mal à une personne en fait. Mais pour vous, il y a un avant et un après de l'épisode que vous avez vécu. Oui, moi je suis content d'avoir survécu à cette maladie parce que j'ai été très affecté là. Voilà. Ah, j'imagine. Mais moi j'ai une question. Est-ce que du coup, quand on a été vraiment malade comme ça, est-ce que du coup, au prochain épisode, on doit être encore plus... Là, tout de suite, on sort les griffes. Quand on va voir le médecin, est-ce que déjà on commence par lui expliquer qu'on a fait ça, et que du coup, voilà, au prochain, qu'est-ce qu'il faut leur dire, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que ça doit être compliqué quand même, non? Je pense qu'il faut toujours raconter exactement tous les antécédents, tout ce qui vous est arrivé, c'est toujours important de bien raconter. Mais comme j'ai un peu dit, souvent les germes résistants, on finit par les éliminer. Donc 6 mois après l'épisode avec une infection résistante, vous n'êtes pas plus à risque que quelqu'un d'autre. Donc il faut vous rassurer. Ça va mieux. No stress. Mais c'est vrai que ce que je trouve, je rebondis, c'est ce que moi j'ai trouvé très perturbant dans la pneumopathie, c'est que ma fille en a eu une aussi très jeune. Je pense qu'elle avait même pas 1 an. Et honnêtement, j'aurais pu ne pas l'amener chez le médecin. C'est-à-dire que je l'ai emmenée chez le médecin, j'ai pris rendez-vous et en fait sa fièvre était tombée, elle allait mieux. Comme le rendez-vous était dans moins de 12 heures, j'ai pas osé l'annuler. Je suis allée voir le médecin en m'excusant d'être là, en disant je pense qu'elle est guérie. Et en fait en auscultant, elle m'a dit ah non, elle n'est pas guérie, il faut aller faire un scanner ou une radio, je pense à son âge. Et là, elle a dû prendre de l'amoxicilline, effectivement. Par chance, ça a guéri. À cette époque-là, je n'envisageais même pas que ça ne puisse pas guérir au bout de 2 jours. Donc là, ça a guéri. Et de la même manière, moi, quand j'ai eu ça, honnêtement, je pensais que j'avais une allergie. Et c'est vrai que depuis ça, je trouve que la pneumopathie, en tout cas, moi, je ne connais que ça, c'est assez vicieux. Parce que j'aurais pu rester des semaines sans m'en rendre compte vraiment, quoi. Et ça, c'est un peu... Je pense qu'il y a plein de maladies comme ça, quoi. Il faut se faire confiance. Mais bon, c'est ce que disait Laurent, faut... C'est le seuil d'inquiétude aussi, je pense. Peut-être que toi, de base, tu te dis, bon, c'est juste une allergie, c'est juste un rhume. Et puis, tu as d'autres personnes qui vont direct avoir peur et consulter directement. Donc, je pense qu'effectivement, comme disait Laurent, il faut faire attention et pas laisser traîner les choses
quand on a un signe. Et vous, Huguette, là, de tous les échanges qu'on a eus, est-ce que vous retenez quelque chose de particulier ou est-ce que vous avez appris quelque chose? J'ai appris qu'il ne fallait pas prendre des antibiotiques à tort et à travers, voilà. Et je pense que, est-ce que on va arriver, et l'OMS arrivera à soigner quand même toutes ces bactéries qui sont ultra résistantes? Est-ce qu'il y aura une avancée? Est-ce que, voilà, il faudra peut-être un retour quelque part. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de nouveaux médicaments qui vont sortir. Hein. Non. Donc, il faut qu'on préserve bien ce qu'on a déjà, qui marchent bien quand ils marchent. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'on préserve leur efficacité. Parce qu'on n'a pas de choses miracles en attente pendant les années à venir. Là. Non, il n'y a rien de... Il y a des pistes de recherche, mais les antibiotiques, ça reste ce qu'on fait de mieux. C'est pour ça qu'on se bat pour essayer de les préserver. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Diminuer ce qu'on dit, diminuer leur consommation, enlever tout ce qui est inutile déjà. Mais oui, parce que vous disiez qu'il y avait une grosse partie de la consommation d'antibiotiques à l'heure actuelle en France qui est un pourcentage énorme qui est donné à mauvais escient. Tout à fait. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de facile, entre guillemets, parce que si c'était facile, ça serait déjà fait, mais qu'on peut faire déjà. Et vous tous, est-ce que vous avez déjà mis un peu la pression à un médecin pour qu'il vous prescrive des antibiotiques? Non. Non, pas du tout. Parce que ça, des fois, c'est des choses qu'on peut entendre de la part des médecins, ou des fois, notamment dans les EHPAD, de la part des familles des personnes qui sont accueillies, qu'il y a une forme de pression qui est mise sur le dos des médecins pour avoir un antibiotique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces familles, à ces gens-là Effectivement, c'est quelque chose peut-être un peu culturel dans nos pays, qui existe moins dans les pays du Nord. Je pense que si les gens, on leur explique, ils peuvent très bien comprendre que ça ne marche pas de toute façon si c'est un virus, que ça peut avoir des effets secondaires, que chez la personne âgée en EHPAD, donner un antibiotique comme de l'Augmentin, ça peut donner de la diarrhée, qui va la faire tomber quand elle est aux toilettes. Il y a plein de conséquences. S'il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Il faut faire confiance. Et puis leur expliquer, je pense, par la pédagogie. Expliquer que quand on a les urines foncées chez une patiente qui est alitée, qui est âgée, c'est pas forcément une infection, ça peut être juste qu'elle est déshydratée. Voilà, on dit urine qui pue, pas forcément de BU, pas forcément d'infection urinaire, parce que c'est des choses que tout le monde transporte, mais c'est faux. Les urines très foncées, ça peut être juste qu'on est déshydraté. Donc bref, par l'éducation, par la compréhension, en travaillant aussi dans les écoles pour que les enfants soient formés de leur plus jeune âge. Il y a pas mal d'actions qui sont faites dans ces domaines-là. Si on en revient à la publicité, je trouve qu'elle fonctionnait bien pour ça. Parce que je crois que c'était 2 personnes dans un ascenseur. Une personne qui dit « Ah, je suis malade ». L'autre qui dit « Ah, t'as été voir le médecin, donc t'as des antibiotiques ». La personne répondait « Non, je ne suis pas sous antibiotiques ». Et l'autre répondait « Ah, donc t'es pas malade ». Elle disait « Si, mais j'ai pas d'antibiotiques ». Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris effectivement que c'était pas la solution à tout. Et culturellement, ça a beaucoup aidé. On en revenait à tout à l'heure sur ce que voulait dire la pub, mais pour moi, c'était vraiment ça. C'était celle-là. Ça n'empêche pas d'être malade. Ça. Ah ok, d'accord, parce que moi c'est vraiment le jingle de les antibiotiques, c'est pas automatique qui est resté dans ma tête, pour le coup. Mais moi, je viens de me rappeler de la pub parce que vous venez d'en parler, mais effectivement. C'était ça. T'es pas malade? Si, je suis malade. Et t'as pas d'antibiotiques? Bon, Alors, t'es pas malade. Et ça a duré. Si vous vous rappelez, elle était dans l'ascenseur avec tous ses collègues sans masque, donc il leur éternuait dessus pour leur refiler le virus à tout ça. Mais oui. Donc en fait, on pourrait dire que l'antibiorésistance, c'est une réalité de santé publique, que ça peut arriver dans tous les parcours de soins, dans des parcours de soins différents. Et ça peut concerner chacun et chacune d'entre nous. Il n'y a personne qui va être épargné. Même si on boit des tisanes bio et qu'on ne prend pas d'antibiotiques, on peut être confronté... Je ne disais pas le contraire. Si j'ai une sérieuse infection, je vais aller chez le médecin, je vais pas... Et en fait, on a aussi pu évoquer le fait que l'antibio, la résistance, elle se construit pas uniquement dans notre corps, elle est aussi dans l'environnement, elle est aussi au niveau des élevages, que c'est une problématique qui est mondiale, qui est collective et qui concerne aussi nos usages et nos habitudes. Qui concerne aussi nos usages et nos habitudes. Et
Du coup, là, on arrive au terme de cet échange où on a beaucoup parlé de responsabilité partagée, de responsabilité collective et de responsabilité individuelle par rapport à l'antibiorésistance. J'espère que vous avez passé un bon moment. Est-ce que vous avez encore quelque chose à échanger avec l'un ou l'une d'entre nous? Une question pour Anne-Marie? C'était super instructif. Est-ce que vous avez l'impression que votre connaissance par rapport à l'antibiorésistance aux antibiotiques et aux histoires qui ont pu être partagées, ça vous a... Ah oui, bien sûr. Ah, ça éclaire, ouais. Oui, là, on est vraiment éclairé, là. Là, Je pense que pensais, c'est beaucoup avant de plus clair. venir ici, honnêtement, je ne savais même pas que c'était un sujet, quoi. Donc là, pour le coup, ça aide aussi à, par exemple, au lieu de directement aller consulter le médecin, on peut aller chez le pharmacien. Enfin, ça aide à savoir plein de choses qu'on ne savait pas nécessairement avant. Marianne, un petit mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Vraiment, c'était très instructif, très fort. Vos histoires sont toutes les trois vraiment très marquantes avec des parcours différents, mais qui montrent bien la même problématique. Merci aussi toutes les deux d'être venues participer à ça, parce que ça paraît vraiment important de porter ce sujet auprès de la société, parce que c'est déjà là, on est déjà devant des impasses de traitement, des histoires compliquées comme vous avez malheureusement vécu, dont heureusement vous avez récupéré, on en est content. Mais pour pas que ça se reproduise trop, on peut tous faire des gestes tous les jours, et c'est vraiment une responsabilité collective et partagée. Donc les antibiotiques, ça reste un bien vraiment précieux, il ne faut pas en avoir peur non plus, c'est utile, c'est vraiment très important, mais les utiliser qu'à bon escient, c'est la règle. Et on espère que vous allez pouvoir partager cette expérience autour de vous pour sensibiliser un maximum de gens par rapport à cette thématique.